Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit? Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent? Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir? Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec la chef Nadia Samut, 3e génération à officier dans la célèbre auberge La Fenière. Sa grand-mère, puis ses parents avant elle, ont fait de cet endroit au cœur du Luberon un passage obligé pour tout amateur de bonne chair. Et Nadia perpétue la tradition à sa façon en proposant une cuisine créative et savoureuse. Construire un monde au goût meilleur, tel est son credo, et tout dans sa voix et son sourire nous rappelle la Provence et ses trésors. Elle a fait du pois chiche son aliment phare, ne travaille qu'avec des agriculteurs et producteurs locaux, et puise dans ses racines la force de se réinventer perpétuellement. Une ambassadrice aux 1000 talents. Bonne écoute. Nadia, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous? Je dirais que je suis une enfant du Sud, née à Lourmarin et tout simplement qui œuvre pour nourrir cette planète en conscience. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous est rendu heureuse? Je suis dans un état d'esprit plutôt de bonheur comme d'habitude puisque chaque jour pour moi m'évoque ça. Et je dirais que les dernières choses qui m'ont fait plaisir, ça a peut-être été là de cuisiner ce week-end et de revoir toutes ces personnes encore une fois émerveillées et heureuses sur des choses qui me semblent hyper simples pour moi, autour du pois chiche comme d'habitude, et de donner ce petit goût du bonheur qui pour moi représente ma région. On reparlera du pois chiche tout à l'heure. Mais on va revenir à la genèse en fait. Vous êtes né à Lourmarin, ici au tout début des années 80. Ça donnait quoi une enfance ici, à la campagne, auprès de parents qu'on imagine plutôt très occupés quand même? Ça donne un enfant qui est né dans un village de 1000 habitants, au cœur du Luberon, avec un grand terrain de jeu qui est le village entier, des familles qu'on connaît très très bien, puisque toutes plutôt amies, et donc une grande famille finalement, une problématique de maladie cœliaque à la naissance, mais hyper acceptée dans un petit village comme ça, où tout le monde essaye de me faire du bien, d'être présent avec moi, et de me faire grandir aussi, donc je suis ancrée ici, sur mon sol de Lourmarin. Évidemment, on va en parler de cette maladie cœliaque parce qu'elle est quand même à l'origine de cette réussite aujourd'hui. Comment tu l'as découverte déjà? Je suis née malade cœliaque, donc on s'en est rendu compte apparemment, enfin mes parents connaissent mieux l'histoire parce que j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais lors de la diversification alimentaire, on s'est rendu compte que le gluten et le lactose chez moi étaient deux problématiques très très importantes que je ne digérais pas. J'avais pas d'enzyme qui permettait de digérer ces molécules. Le gluten, c'est la colle, comme colle, que l'on trouve dans le seigle, le blé, l'orge, l'avoine, les blés anciens, et tout ça. Et moi, je ne le digérais absolument pas. Donc, on s'en est rendu compte en 1980-81. Et vers l'âge de 10 ans, on m'a demandé de remanger comme tout le monde, parce qu'on pensait que c'était une allergie à l'époque alimentaire et qu'elle avait disparu. Et elle est revenue à mes 30 ans de manière, je dirais, très très forte et radicale. Et donc ça m'a amenée, quand je me suis relevée de ces problématiques, à vouloir créer un monde au goût meilleur. Voilà, et donc on est ici à La Fenière et c'est ici que vous œuvrez à créer ce monde meilleur chaque jour. Donc à La Fenière, dans le Luberon. Je vais vous poser une question pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent profiter un petit peu de ce moment avec nous. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que vous sentez quand vous ouvrez vos fenêtres le matin? J'entends les oiseaux, un petit rossignol très mignon d'ailleurs. Je sens les odeurs de l'herbe fraîche le matin, et puis un petit peu plus loin, quand je vais promener mon chien dans le jardin, les effluves des odeurs des différents endroits, dans le potager, puis près des arbres fruitiers. Puis si je monte dans la garrigue, c'est plutôt le thym que je sens. Et qu'est-ce que je vois? C'est le paradis, mais tous les jours d'ailleurs, il est différent par ses couleurs et tout ça. Et ça, je le confirme parce qu'on a la chance d'enregistrer en extérieur. D'ailleurs, on entend les oiseaux. Il fait encore très, très beau et chaud.
et c'est sublime. Donc on vous invite vraiment à venir nombreux si vous ne connaissez pas pour découvrir ce petit coin de paradis. J'ai l'impression que j'ai la réponse à la question suivante, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer vivre ailleurs qu'ici ? Je l'ai fait pendant longtemps. J'ai voulu vivre ailleurs. J'ai d'ailleurs voyagé énormément. Je voyage toujours, mais j'ai vraiment beaucoup voyagé. J'avais l'impression que c'était l'ailleurs qui m'appelait. Donc, je me suis rendu compte, par contre, que j'adorais rencontrer des personnes ici et là. Et puis, à un moment donné, je suis revenue vivre auprès de mes parents et je me suis dit qu'en fait, tout allait naître de ce territoire et de ce lieu qui sont mes racines. Et qu'en fait, non, je ne pourrais absolument pas vivre ailleurs. Alors, on va faire un petit saut dans le temps quand même pour comprendre l'origine de votre parcours. Vous faites partie d'une lignée de femmes cuisinières, nourricières. Et tout commence avec Claudette. Claudette Samut, c'est votre grand-mère. Elle s'appelait Claudette Leclerc, de son nom de famille, est mariée effectivement avec mon grand-père. Ma grand-mère, Claudette, a commencé à cuisiner, mais elle cuisinait naturellement pour sa famille. Et elle est arrivée en France dans les années peut-être 50. Et effectivement, elle a fait de la cuisine son métier, par don. C'était son premier travail, c'était ça. Et elle faisait pension de famille aussi, où le soir, elle nourrissait des étudiants qui venaient étudier à Aix-en-Provence. Et puis, dans les années 75, elle a ouvert le restaurant de La Fenière, dans un grenier à foin, donc La Fenière, à Lourmarin, dans une petite rue du village. Et mon père était en salle et elle était en cuisine, juste avant de rencontrer ma maman. Ma mère est alors arrivée à rencontrer mon père au village de Lourmarin aussi. Elle était en médecine à l'époque. Et puis, par amour, elle a arrêté médecine pour apprendre en cuisine avec sa belle-mère. Elle venait des Vosges, donc absolument pas dans cette cuisine méditerranéenne, mais elle a été adoptée par la Méditerranée. Et puis, elle en a fait aussi son histoire, sa recherche culinaire, sa passion. Et puis, elle me l'a transmise. C'était pas dit, je voulais pas faire de cuisine. J'avais une vraie problématique liée à l'alimentation. D'abord, je détestais manger. Et la deuxième chose, c'est que je ne savais pas comment donner du plaisir, étant donné que je n'en avais pas moi-même. Et quand je l'ai compris, je me suis dit que finalement, ce qu'on m'avait le plus transmis, c'était l'amour. Et donc, si on avait l'amour et la lumière, on arrivait à son tour à faire quelque chose avec ça. Donc, je me suis ensuite affairée en cuisine à partir de 2015. Où j'ai essayé de créer cette idée d'une cuisine tolérante, respectueuse et surtout très profonde. Et je me suis dit que pour ça, il allait falloir que je réfléchisse sur mon territoire à tout ce que j'allais avoir autour pour le donner avec cette force-là. Donc en fait, l'idée, c'est de construire un monde au goût meilleur. Vous en avez fait votre mantra. En Provence, vous vous battez pour faire renaître des cultures telles que la pistache, l'amande, le pois chiche. On en parlait tout à l'heure. Vous mettez en place un véritable écosystème vertueux et vous proposez une cuisine pure, locale et de saison. Donc l'idée, c'est de ne jamais dissocier agriculture, alimentation et santé. Donc ça vient évidemment aussi de votre expérience. C'est une nouvelle vision du monde en somme. Je pense que c'était la vision première du monde sur lequel on arrive normalement quand on vient au monde. Mais j'imagine que forcément la société étant ce qu'elle est aujourd'hui est très évoluée. Pour moi, il était fondamental de revenir aux sources et aux racines. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai été élevée à Lourmarin dans un village où tout le monde était très bienveillant, avait envie de transmettre justement la culture potagère, l'agriculture. On rencontrait des agriculteurs en permanence allant à l'école, etc. Et toutes ces questions-là, moi, elles font partie de mon éducation. Donc, mon projet, il est de manière holistique, très respectueux d'un écosystème qui est bien sûr la terre et la régénération de la terre, la régénération du corps et la régénération de l'esprit. Et il me semble que si on régénère tout cet écosystème, alors on pourra construire ensemble un monde au goût meilleur. Concrètement, on mange quoi quand on vient à La Fenière ? La carte de Nadia Samut, en fait. Je cuisine aujourd'hui beaucoup de végétal et un travail sur la mer également. Je travaille peu la viande, voire pas du tout en fait. Non pas parce que je suis contre et j'ai absolument aucune opposition. Mais par contre, j'avais envie d'amener un travail très fort, très important sur le goût de cette cuisine en conscience. Qu'est-ce que c'est le goût d'aujourd'hui et de demain ? Qu'est-ce que c'est le goût d'une plante résiliente qui peut-être résistera aux conditions climatiques et environnementales auxquelles on va faire face. Et je crois qu'il faut créer des madeleines de Proust sur nos territoires aujourd'hui, créer des produits typiques aussi, parce que on sait qu'il y a eu quand même des produits qu'on connaissait, le calisson, le ci, le là, et en fait aujourd'hui on peut en créer maintenant, il le faut. Donc c'est pour ça que je m'affaire chaque jour à
à créer une cuisine voilà, respectueuse. Donc je travaille énormément le végétal qui sort de terre tout de suite. Et puis en même temps, je vais le transformer, le maturer, le sécher, le déshydrater. Je fais plein de choses comme ça. Et du coup, tout au long de l'année, on va goûter la culture locale. Sur la mer, de la même façon, je suis très 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 respectueuse. Je travaille beaucoup le mulet, je vais travailler le maquereau, des poissons qui sont pas forcément très nobles, en fait, qu'on croyait pas très nobles, mais qu'est-ce qui est noble, qui ne l'est pas. Et je trouve qu'il est important de se poser aussi ces questions sur le respect du réservoir marin et le goût de la mer. Donc c'est un travail, l'iode par exemple, je vais le travailler sur de la criste marine aussi, sur les choses qu'on va aller cueillir de manière respectueuse. Donc voilà, c'est ça ma cuisine. Aujourd'hui, votre maman, elle est toujours à vos côtés? Non, elle est plus à mes côtés depuis 2018 à La Fenière. Elle est à mes côtés dans la vie en général, mais elle est plus le chef d'entreprise. C'est moi qui ai pris ces responsabilités-là. Mais comme on est une famille très très unie et qu'on a toujours vécu ensemble toute cette histoire, finalement, je suis la continuité de l'histoire aux manettes, mais la continuité de la famille tous ensemble. Et ça, c'est très très beau. On peut parler évidemment de votre sœur, qui est bien connue des Marseillais, Julia. Oui. De la même façon, elle a tracé son idée du goût et de la gastronomie. C'est vrai que Marseille, pour elle, c'était un lieu d'ancrage très fort. Je pense que c'est d'ailleurs le lieu où est arrivée ma grand-mère, donc il doit y avoir aussi des liens un peu particuliers quand elle est arrivée de Tunis. Et pour Julia, c'est vrai que ce travail d'épicier, de nourrir la famille d'une façon différente, de nourrir les gens, d'aller chercher le produit chez le producteur, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. Donc on se rejoint par notre philosophie et différemment par notre manière de le faire. Nadia, dans quelle mesure vos origines régionales vous ont permis de réussir ? Mes origines régionales, c'est ma vie, donc c'est tellement une force absolue que d'abord c'est un réseau, un tissu naturel. Quand je parle aux gens autour de moi, ils me connaissent parce qu'ils m'ont vu grandir. Puis j'ai beaucoup de respect pour eux parce que je les ai vus aussi œuvrer. Je connais les familles historiquement comme elles connaissent la mienne. Et je crois que ce rapport-là humain, il était fondamental dans le projet que j'ai voulu tisser. Les familles d'agriculteurs, elles aussi, ont vu des évolutions, des transitions. Et moi, je respecte beaucoup. Je suis jamais clivante et j'aime pas être opposée à ce qui se passe. J'essaye de voir pourquoi et je crois que ce tissu local là il était fondamental. Puis bon, je suis quand même la fille encore une fois de la 3e génération et ma mère et mon père ont œuvré d'une façon magistrale pendant 50 ans et j'arrive derrière, donc la famille était quand même pour moi ils avaient déjà marqué les choses, donc je respecte, je fais la suite de leur travail en respectant le territoire et je suis très respectée aussi aujourd'hui et c'est génial, j'ai été très bien accueillie comme enfant du pays quoi. Et partout ailleurs, comment elles sont perçues, ces origines régionales ? En fait, ce que je trouvais génial, c'était de se dire quand même que ce qu'on faisait ancré ici dans la région sud permettait d'être essaimé, comme les abeilles font un essaim et vont voyager ailleurs. Et moi, en fait, je dis que la terre de la région sud est un modèle essaimable. Donc tout ce que je fais ici, j'essaye de le proposer, non pas pour le faire moi-même et créer des multinationales, mais pour tout simplement donner l'idée d'eux ou expliquer comment on peut monter les systèmes que nous, on monte sur notre tissu régional et de les transmettre. Donc aujourd'hui, c'est une terre, je dirais, d'inspiration qui me permet d'aller inspirer le reste du monde. Alors, on va dire un mot de votre actualité, parce qu'il y a la restauration, mais pas que. Oui. Racontez-nous tout. J'ai créé, il y a 3 ans, Commensal, qui est une marque, en fait, de produits issus de l'agriculture locale, régionale, bien sûr, et qui est une meunerie, boulangerie, pâtisserie, végane, plutôt végétale, et sans gluten et sans lactose, de par ma problématique, mais surtout qui utilise essentiellement des produits issus de travaux agricoles régionaux. Donc, j'ai travaillé énormément le pois chiche, parce que c'est une plante d'aujourd'hui, encore une fois, comme je dis, une légumineuse d'aujourd'hui et de demain, qui est importante à réfléchir sur le plan agricole. C'est une plante de rotation qui nous permet de fixer l'azote sur le sol, qui demande très peu d'eau. Et en fait, on peut le planter dans de nombreux endroits, mais j'ai choisi le lycée agricole de l'Île-sous-la-Sorgue et Avignon pour lancer notre premier projet. Donc, chaque année, on produit sur ces terres, et ce sont les élèves qui sèment, qui plantent, qui ramassent, qui récoltent le pois chiche. Et moi, je le transforme dans ma fabrique. Donc, j'ai un moulin en meule de pierre que j'ai fait faire en France, qui est assez important, qui me permet d'écraser pas mal de farine. Et on distribue d'abord dans la France entière auprès de restaurateurs, d'hôteliers, ces produits vertueux
vertueux et délicieux, comme je dis, avec du riz de Camargue aussi, de la châtaigne d'Ardèche. On travaille le sarrasin qui vient de Gascogne. Et aujourd'hui, on a planté maintenant du sorgho, donc on va avoir en rotation derrière, mais ce sont toujours des plantes de territoire et on essaye comme ça de créer des produits délicieux et de donner ça comme une nouvelle idée culinaire, comme une nouvelle, je dirais, expérience. On distribue aussi dans des magasins bio, des épiceries fines dans la France entière. On va aborder la deuxième partie de ce podcast et je vais vous demander des réponses plutôt courtes. À quel moment vous êtes-vous sentie la plus heureuse, la plus épanouie ? Il y a quelques mois, j'ai finalisé mon modèle vertueux et l'écriture d'une gouvernance très particulière avec une philosophie plutôt de philanthropie in fine qui me va très bien, donc ça y est, j'ai fait. À Paris, à l'étranger ou même ici face à des clients qui viennent du monde entier, vous sentez-vous une ambassadrice du Sud ? Oui, absolument. Alors là, je vais vous demander de développer un tout petit peu. Je vous ai demandé des réponses courtes, mais là... Je suis fière de pouvoir porter les valeurs de la région sur laquelle je suis née, de pouvoir amener les gens à respecter aussi notre territoire quand ils viennent le découvrir et qu'ils n'en soient pas des consommateurs, mais qu'on les amène à vivre une expérience. Et je suis fière d'être un des maillons de la chaîne d'un territoire aussi positif, ensoleillé et fort dans son image. D'ailleurs, c'est quoi pour vous le Sud ? C'est la vie. Non, le Sud, pour moi, c'est toute la source. C'est une agriculture vertueuse, c'est des produits délicieux, c'est des gens heureux aussi. C'est l'accent que j'ai plus. C'est vrai ça, cet accent. Vous l'aviez à l'origine ? Je l'avais beaucoup. Je l'ai perdu parce que je crois qu'en voyageant énormément et en me trouvant à l'étranger, en parlant anglais, déjà dans la cuisine, on parle essentiellement anglais et beaucoup espagnol, parce que j'ai des gens du monde entier à mes côtés. Et je crois qu'en parlant les langues étrangères, j'ai perdu mon accent. Mais quand je m'énerve, il revient. C'est ce que j'allais dire. C'est souvent le cas des accents. Et Nadia, pour finir, si c'était à refaire, referiez-vous les choses de la même façon ? Je les referai de la même façon. J'ai eu énormément de chance de vivre dans ma pleine personnalité, d'accepter qui j'étais pour en faire quelque chose. C'est pas souvent le cas. On essaye toujours d'être quelqu'un d'autre pour plaire ou pour... Moi, ça n'a pas été mon cas. Je me suis dit, coûte que coûte, de toute façon, maintenant que j'ai compris qui j'étais et que je pouvais pas vivre à la façon à laquelle j'ai grandi, puisque finalement, je mangeais des choses qui me rendaient malade, etc. Eh bien, je vais aller jusqu'au bout de moi-même. Donc aujourd'hui... je vais jusqu'au bout de moi-même. Avec un immense sourire. Et ça c'est super. Merci beaucoup Nadia. Merci. À vous. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.